Le saviez-vous? Le saviez-vous? Avec 300 000 dromadaires, l'Australie est le pays qui possède la plus grande population de dromadaires sauvages au monde. Introduit dans les années 1840 par des colons afin d'explorer le pays et de transporter des marchandises au sein de celui-ci, environ 20 000 dromadaires en provenance d'Inde avaient ainsi été progressivement apportés durant une soixantaine d'années. Cependant, la technologie évoluant avec la construction de lignes de chemin de fer et l'arrivée des camions, ces animaux perdirent peu à peu leur utilité et furent finalement relâchés dans la nature dans les années 1920. Problème, c'est que faute de prédateurs naturels, telle la célèbre tradition australienne, ces derniers devinrent une espèce invasive dans le pays, aux dépens de la faune locale. Avec un pic estimé entre 600 000 et plus d'1 million d'individus entre 2008 et 2013, la population a été réduite à environ 300 000 de nos jours. Victoire donc pour le gouvernement australien, c'est pas comme pour les émeutes, never forget it. Malgré cela, l'Australie reste le pays avec la plus grande population de dromadaires sauvages encore à ce jour, et est aussi, parallèlement, le plus grand exporteur de viande de dromadaires au monde, avec des dizaines de milliers de dromadaires qui sont expédiés chaque année au Moyen-Orient. La viande de dromadaire australienne étant considérée comme plus tendre que les dromadaires de là-bas. Outre leur viande, certains dromadaires sont aussi exportés au Moyen-Orient pour les écuries de course. Le saviez-vous? Le syllabaire Cherokee, paru en 1821, est le premier système d'écriture destiné à transcrire une langue amérindienne en langue écrite de l'histoire, faisant du Cherokee la première langue écrite des Nord-Amérindiens. Constitué de 86 caractères, bon courage. Celui-ci fut inventé par Sequoyah, d'où son nom anglais George Guess, un métis Cherokee et orfèvre. L'idée de créer une langue écrite pour sa langue lui était en fait venue lors de sa participation avec l'armée américaine à la guerre Creek, où il avait réalisé l'utilité de l'écriture, ce pour la transmission d'informations à la fois dans le temps et à longue distance. Se mettant à la tâche, sa création ne fut cependant pas sans encombre. Plot twist, ça lui a pris 10 ans. Il essaya tout d'abord sans succès pendant un an de traduire chaque mot de Cherokee en caractères. Mais ses voisins pensèrent qu'il avait perdu la raison et sa femme finit par brûler ses travaux en pensant qu'il s'agissait de sorcellerie. Oui, c'est que les Cherokees étaient pas trop fans de l'écriture à la base. Une partie d'entre eux percevaient celle-ci comme de la sorcellerie. Suite à cela, Sequoyah changea ses plans et essaya cette fois de créer un symbole pour chaque idée. Ce qui lui posa là encore beaucoup trop de problèmes pratiques. Oui, c'est qu'on a beaucoup d'idées en général si vous voulez. Finalement, il changea encore une fois ses plans une dernière fois et décida de créer un symbole pour chaque syllabe de son langage, reprenant d'ailleurs des lettres de l'alphabet latin pour s'aider. Bon, sauf que les lettres réutilisées n'ont un son qui n'a absolument rien à voir avec la prononciation Cherokee. Pour cause, eh bien c'est que Sequoyah n'avait jamais appris à lire l'anglais et était en fait illettré. Oui, ce mec a réussi à créer une langue écrite sans savoir lire. Une fois son syllabaire complété après énormément d'efforts en 1821, il souhaita partager sa création avec les autres membres de son peuple. Mais problème, personne ne voulait l'apprendre. Ça fait toujours plaisir, après 10 ans. Loin de se laisser abattre, il l'enseigna donc tout d'abord à sa fille de 6 ans, Ayoke. Une fois acquis, puisque personne d'autre ne voulait l'apprendre là où ils étaient, il partit en voyage avec elle dans les réserves Cherokee de l'Arkansas, où il se tâcha de prouver l'utilité de son système d'écriture aux chefs locaux. Pour ce faire, il procéda à une petite démonstration. Il demandait en fait au chef de lui dire un mot. Il écrivait ensuite ce mot avec son syllabaire et faisait venir sa fille, qui lisait devant les chefs le mot à voix haute. Au début sceptique, cette démonstration renouvelée avec succès convaincut finalement les chefs qui se laissèrent enseigner par Sequoyah. L'apprentissage de son syllabaire prit plusieurs mois, durant lesquels d'ailleurs des rumeurs circulèrent comme quoi il enseignait la sorcellerie, et finalement, après ces mois passés, Sequoyah retourna à l'Est avec une enveloppe scellée contenant un discours écrit par l'un des chefs Cherokee de l'Arkansas. En lisant ce discours, il convaincut les autres chefs de l'Est du nécessaire d'apprendre rapidement le syllabaire, qui se diffusa alors très rapidement parmi les Cherokees par la suite. Recevant une médaille d'argent en l'honneur de sa création par le Conseil général des Cherokees en 1824, le syllabaire fut officiellement adopté par la nation Cherokee l'année suivante en 1825. En 5 ans seulement, le taux d'alphabétisation de ces derniers dépassa d'ailleurs celui des colons européens voisins. Durant ces premières années, l'écriture leur permit entre autres de traduire la Bible dans leur langue, d'adopter une constitution écrite et enfin de publier le premier journal amérindien, le Cherokee Phoenix. Sequoyah, pour sa part, servit en tant qu'homme d'État et de diplomate pour les Cherokees jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on estime que l'invention de son système d'écriture aura influencé pas moins de 21 systèmes d'écriture en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique et en Asie. Le tout pour un total impressionnant de 65 langues. Le saviez-vous? Nauru, une île située en Micronésie, fut pendant la Seconde Guerre mondiale l'un des rares territoires au monde à avoir été attaqué tour à tour par les Allemands, les Japonais et les Américains. L'île, à l'époque sous occupation australienne, fut en effet tout d'abord attaquée par la marine allemande en décembre 1940,
qui endommagea ses infrastructures servant à l'exportation de ses productions de phosphate et qui coula 5 minéraliers, puis fut occupé par les Japonais à partir de août 1942, et enfin fut bombardé par les Américains, qui ne débarquèrent cependant pas sur l'île à partir de 1943. Cette dernière repassa sous le contrôle australien 11 jours après la fin de la guerre, le 13 septembre 1945, quand la garnison japonaise présente sur place signa sa réédition. Par la suite, l'île gagnera son indépendance des Australiens le 31 janvier 1968 et deviendra par la même occasion l'un des plus petits États au monde. Le saviez-vous ? Durant la Seconde Guerre mondiale, lors de la campagne de France, l'armée de l'air suisse, malgré sa neutralité, a abattu 11 avions allemands dans des affrontements avec la Luftwaffe. Ce à l'aide d'avions qui avaient été achetés aux Allemands. Les Allemands avaient en effet voulu parcourir l'espace aérien suisse pour attaquer la France, en profitant de la faiblesse de la défense anti-aérienne de la zone. Mais l'aviation suisse avait réagi. Ainsi, du 10 mai au 20 juin 1940, 11 avions allemands avaient été abattus contre 2 perdus côté suisse, malgré pourtant une infériorité numérique chez les Suisses. Créant un incident diplomatique avec l'Allemagne, finalement, devant les menaces allemandes et les déclarations d'Hitler, pas vraiment heureux d'avoir appris que ses propres avions avaient été abattus par ses propres avions, chose qui participera d'ailleurs à la mise en place de l'opération Tannenbaum, ou l'opération Sapin en français, qui avait pour but d'envahir la Suisse cessera d'intercepter les avions survolant son espace aérien à partir du 20 juin 1940. En revanche, des ouvrages fortifiés seront construits durant tout le conflit, pour un total d'environ 21 000, pour faire face à une éventuelle invasion des forces de l'Axe. Le saviez-vous ? Le rat chinchilla arboricole, ou Cuscomis oblativa, je préfère le premier nom, un rongeur se situant au Pérou, dont on pensait qu'il était éteint depuis environ l'an 1500, a été redécouvert bel et bien vivant en 2009. Découvert dans des forêts constituées de Canuales, ou Polylepis de son nom français, bah là, je préfère aucun des deux, comme celle à proximité de Machu Picchu, les chercheurs pensent que l'arbre, qui pousse aisément en altitude, constitue leur nourriture exclusive. L'animal étant ainsi devenu, suite à sa redécouverte, ce que l'on appelle un taxon Lazare, c'est-à-dire une espèce qu'on croyait éteinte, mais qu'on a redécouverte vivante. Le saviez-vous ? Récemment, on est en 2024 si tu regardes cette vidéo dans le futur, des bibliothèques allemandes ont fermé leurs portes pour cause de livres verts. Enfin, un verre bien particulier, prénommé le verre de Paris, ou verre de Schweinfurt. Un pigment commercialisé en 1814 par la Wilhelm D. and Whitelin Company de Schweinfurt, en Allemagne, qui est en fait constitué d'acéto-arsénite de cuivre, un complexe très toxique qui servait entre autres aussi à l'époque comme poison pour tuer les rats dans les égouts de Paris. Voilà, donc pour faire simple, en fait, il y a de l'arsenic dans les bouquins. Et oui, depuis près de 200 ans, il existait donc des livres littéralement empoisonnés dans plusieurs bibliothèques allemandes. À savoir d'ailleurs aussi que l'entreprise à l'époque faisait aussi des vêtements, avec des robes à l'arsenic donc. Ah mais let's go ta belle robe à l'arsenic avec ton service de verre en radium. Les bibliothèques allemandes concernées par cette mise en quarantaine d'une partie de leur ouvrage, ayant expliqué concernant ceci que l'arsenic pouvait en fait pénétrer dans le corps, par exemple en se frottant les yeux après avoir touché le livre, en humidifiant son doigt avec sa langue pour tourner une page, ou encore plus simplement en inhalant la poussière des pages du livre. Et d'ailleurs j'imagine assez bien les risques et dangers qu'il pouvait y avoir aussi à long terme pour les bibliothécaires qui manipulaient ces livres. Près de 15 000 livres de couleur verte ont ainsi été retirés et ont commencé à être analysés pour déterminer lesquels utilisent ce pigment ou non. Le saviez-vous ? Gregor MacGregor, un mercenaire écossais qui vécut en Amérique de 1812 à 1821, où il combattit entre autres pour le Venezuela et la Nouvelle-Grenade lors des guerres d'indépendance hispano-américaines, Nouvelle-Grenade où il abandonna d'ailleurs en 1819 le corps de volontaires britanniques qui était sous son commandement, devint en 1821, après ces années de guerre, le cacique du Poyais. Bon, je sais pas la prononciation, Poyaïs, Poyaï, on va dire Poyais, hein. Un territoire bordant le Honduras, dans lequel une colonie s'était implantée et bien développée avec une communauté de colons britanniques. Instauré à ce rôle de cacique par le roi de la Mosquitia, Georges Frédéric Augustus Ier, Gregor MacGregor, à présent doté d'un blason et de ses propres dollars, les hard dollars de Poyais, invita, lors de son retour au Royaume-Uni la même année, des investisseurs à le rejoindre pour développer cet état Poyais grandissant. Des centaines d'investisseurs furent ainsi séduits, tandis qu'environ 250 colons se rendirent directement sur les terres poyaises afin d'y habiter. Le seul problème, c'est qu'absolument tout était faux. Gregor MacGregor, un escroc, avait en fait monté cette affaire de toutes pièces et créé un blason et de faux dollars pour tromper ses victimes. Il n'avait en fait jamais été fait cacique par le roi Georges Frédéric, et le pays de Poyais pour sa part n'existait tout simplement pas. Les colons, une fois arrivés, ne trouvèrent en effet qu'une immense jungle.
Non préparé, la moitié d'entre eux décédera. 2 ans plus tard, en 1823, une cinquantaine de survivants réussit à retourner en Grande-Bretagne, et l'affaire fut dévoilée. Néanmoins, Grégor réussit à s'en sortir, et à continuer à échelle réduite de s'enrichir avec son arnaque, ce jusqu'en 1837. Ce qui fait quand même tout réuni 16 ans avec la même arnaque, créant entre autres faux certificats de terre, fausse constitution poyaise, ou encore se déclarant lui-même président du pays. En 1838, il quittera cependant le Royaume-Uni pour s'installer définitivement au Venezuela, où il héritera de la citoyenneté et d'une pension de général de division, ce pour ses services rendus au pays lors de sa guerre révolutionnaire. À son enterrement, il bénéficiera d'ailleurs des honneurs militaires avec le président du Venezuela, ses ministres et les chefs militaires du pays marchant derrière son cercueil. Célébré, il ne sera fait aucune mention de ses échecs militaires et de ses multiples arnaques. Comme quoi,